Chers amis, notre série se poursuit la semaine prochaine en examinant des efforts pratiques que chacun d'entre nous on peut entreprendre pour s'assurer d'une réussite. Paul Régimbald cherche à nous expliquer ses idées sur le complot universel, la conspiration mondiale des Illuminati qui cherche à prendre le contrôle mondial par l'économie afin d'établir un gouvernement mondial. Dans une première émission, nous en avons examiné certains aspects. Dans cette émission-ci, nous désirons examiner le complot dans sa dimension universelle, dans sa dimension mondiale. Bonjour Père Jean-Paul et bienvenue encore cette semaine à cette émission. Bonsoir Henri, salut bien à tous les auditeurs. Père Jean-Paul, si on prend cette première charte, oui, pourriez-vous nous expliquer l'organisation et ce que cette charte représente? Oui, pour bien comprendre le complot dans son caractère universel et mondial, il faut bien comprendre que il y a une structure interne qui regroupe, par exemple, pour l'Amérique du Nord et les régions qui sont atteintes par la Commission trilatérale, tout repose sur le CFR. Et il faut bien distinguer ici une chose, il ne s'agit pas du Foreign Relations Committee, qui relève du président des États-Unis, mais il s'agit du Council on Foreign Relations, qui est complètement indépendant et qui est complètement occulte. Et si on veut des explications plus complètes sur la nature du CFR, voici 2 volumes d'une extrême importance, The Invisible Government, de Dan Smoot, parce que c'est le caractère occulte du CFR qui a permis la mise en marche d'abord d'une base économique très solide pour ce qui est de l'Empire Rockefeller, la Chase Manhattan Bank, la First National City Bank de New York, l'International Basic Economic Corporation, la Chemical Bank, Bank of America et Citicorp. Un point que le public ne sait pas en général, c'est que quand on parle de la Banque d'Amérique ou de la Banque du Canada ou de la Banque de France ou de la Banque de Belgique, ces banques-là sont des propriétés privées. Elles ne sont pas sous la coupe du gouvernement et sous l'autorité du président ou du roi de ce pays-là. On croit par exemple que la Banque du Canada relève du gouvernement canadien. Il n'en est rien. Elle appartient à l'Association des banquiers du Canada. Les banques Chase Manhattan, First National City Bank, Chemical Bank, Bank of America sont la propriété de l'Empire Rockefeller. Le CFR vient coordonner les activités des Illuminati dans les 3 Amériques et dans les régions affectées par le rayonnement de ces banques. Et d'autre part, a servi pour exercer son pouvoir sur les taux d'intérêt et sur la masse monétaire par le Federal Reserve Bank. Là encore, le Federal Reserve Bank n'est pas sous la juridiction du président des États-Unis. La Federal Reserve Bank est sous la responsabilité et la gérance du CFR. C'est donc dire que ce sont les banquiers qui établissent les lois qui gouvernent les banques aux États-Unis. Et finalement, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent eux-mêmes nommer les présidents grâce aux campagnes électorales qu'ils subventionnent. Vous savez par exemple que le président Taft était absolument opposé à la création de la Federal Reserve Bank en 1911. Alors, le CFR a fait débarquer Taft et l'a fait remplacer par le président, son nom m'échappe là, qui ensuite a corroboré et approuvé l'établissement et le rayonnement de la Federal Reserve Bank. Plus tard, lorsqu'il s'est agi de pouvoir établir un contrôle international, on a fondé l'International Monetary Fund. Alors, tout ceci, ce sont des institutions américaines. Soudainement, ici, c'est une institution internationale. Oui, mais sous l'égide des Illuminati. Et ensuite, on a créé une banque des ententes internationales pour permettre des prêts entre nations. Et finalement, pour coiffer le tout, le World Bank,
qui, au moment de cette étude, était sous McNamara. Or, vous avez ce schéma qui se répète pour le rôle des Illuminati en France et dans les pays francophones. Et à ce moment-là, ça prend un autre nom, ça s'appelle la synarchie. Mais la synarchie n'est que l'expression concrète du rôle des Illuminati en France, qui s'appuie sur l'empire monétaire des Rothschild et qui trouve ses champs d'exercice par les ressources de Lazare Frères, Paribas, Banque nationale de Paris, Banque du Luxembourg, Banque suisse, Banque ottomane, Banque de Belgique. Est-ce que les gens qui demeurent en Europe connaissent le terme synarchie? Oui, c'est un terme qui revient assez souvent parce que la synarchie est, je dirais, très étroitement reliée au Grand Orient de France et on connaît aussi l'influence énorme des Rothschild parce qu'ils ont une action prépondérante dans tout le domaine de l'industrie de base et dans tout le domaine financier, tant sur le plan bancaire que sur le plan des trusts et des prêts. Connaissez-vous le sens étymologique du mot synarchie? Oui, c'est un groupe arcais qui dirige de façon harmonieuse pour réaliser le plan du gouvernement mondial. Mais on ne peut pas penser à un gouvernement mondial tant qu'on n'a pas établi solidement le contrôle économique de la base et qu'on n'ait pas établi une relation verticale avec le moyen universel qui va permettre l'établissement du gouvernement mondial. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est la Banque mondiale. Et ça existe déjà. Ce ne sont pas des projets à venir. Toutes ces institutions-là existent et le sont par et à travers la puissance de la synarchie. Alors, la synarchie est l'équivalent pour l'ensemble de l'Europe et de la France et des pays francophones où ces organismes existent, comme par exemple le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, et finalement a son expression internationale par le truchement de la Banque de France, du Fonds international de la monnaie, Banque des règlements internationaux. Alors, si on passe maintenant au troisième groupe, qui concerne l'action des Illuminati dans le Commonwealth, il faut parler à ce moment-là de Round Table. Mais c'est toujours la même chose. Ça porte des noms différents, mais ça correspond aux mêmes réalités. Et l'auteur qui a analysé le plus sérieusement tout le fonctionnement du Round Table, eh bien, c'est le professeur Carroll Quigley dans The Anglo-American Establishment. C'est une étude majeure par un professeur d'université qui ne se gêne pas pour nous montrer d'abord l'ampleur et le rayonnement de cette action, tant sur le plan économique, politique, religieux et sociologique, du Round Table. Et c'est ça qui porte à confusion quand on fait cette étude-là, parce que ça ne porte pas le même nom partout, mais ça couvre la même réalité. C'est encore un Rothschild qui est le maître d'œuvre par le truchement de la Banque d'Angleterre, mais c'est toujours la puissance du Rothschild d'origine anglaise, oui, qui est devenu l'équivalent du baron Rothschild en France, et alors qui a le contrôle de Lloyds Bank, Bank of Australia et Bank of Canada, puis South America. Vous dites que les Rothschild ont un certain contrôle sur la Banque du Canada? Pas seulement un certain, ils ont la propriété d'eux. Et c'est ça qui est inquiétant parce que, on pourra le voir dans les explications qui viendront, que finalement, ce sont eux qui établissent de façon pratiquement unilatérale et les taux d'intérêt et la fluctuation des prêts et des capacités d'emprunt et qui peuvent paralyser un pays ou monter un pays selon les décisions unanimes des 13 grands chefs du Coven. Alors, ce sont eux qui décident des transferts de fonds de pays à pays. Comme vous avez actuellement, vous avez 37 pays en situation de banqueroute. Par l'International Monetary Fund, on est venu à bout de pouvoir répartir la dette sur une plus longue période, mais à condition qu'on nomme tel ministre de la Finance ou tel sous-ministre de la Défense et tel Illuminati qui viendra agir à ce niveau-là pour pouvoir exercer l'emprise
de ce pays afin que ce pays consente ultimement à faire partie du gouvernement mondial. Ensuite, par l'intermédiaire du Bank of International Settlement, eh bien là, à ce moment-là, on fait des transferts massifs. Ici, il s'agit habituellement des montants de l'ordre de plusieurs milliards. Et avec l'appui du World Bank, eh bien, on consolide le tout pour permettre à l'action des roundtables de se manifester. Je vais vous donner un exemple bien simple. Dans Quigley, dans Carroll Quigley, ici, là, on dit clairement, et on le démontre, preuve à l'appui, qu'il n'y a pas un seul gouverneur général du Canada depuis Lord Grey qui n'était pas un Illuminati. Tous ont été des Illuminati, sauf le général Vanier, parce que lui est arrivé au poste de gouverneur général du Canada par le truchement de sa carrière militaire et par le rôle diplomatique qu'il a joué dans le monde. Alors ce sont quand même des choses étonnantes à découvrir. Et le Round Table a autorité et puissance non seulement en Angleterre, mais dans l'ensemble de ce qui était autrefois l'Empire britannique et qui est devenu aujourd'hui le Commonwealth. Est-ce que ces pays ici ont déjà pris position face à un gouvernement mondial? Oui. D'abord, le Canada a signé son adhésion au gouvernement mondial à 2 reprises. Sous Pearson en 1972 et ensuite sous M. Trudeau le 7 janvier 1981. À l'instigation d'ailleurs du Dr McGuigan, qui est un des illuminatistes notoires, qui est une cheville ouvrière de ce plan d'ensemble. C'est très sérieux ce que je dis là, parce que ça veut dire que déjà, en principe, le Canada est prêt à abandonner sa souveraineté et son autonomie en faveur d'un gouvernement mondial, et toutes les banques au Canada, sauf 2, sont déjà intégrées sur le plan monétaire et sur le plan du Cashless Society. Nous avons déjà signé notre adhésion à cette société sans argent dont nous parle le docteur Mary Relf dans son livre When Money Fails et The New Money System. La preuve, c'est que la plupart des gens peuvent se rendre à leur banque, insérer leur carte et ils demandent, entre autres, est-ce que tu as ton numéro d'identification personnelle? Have you got your NIP? Hein? Alors, c'est le NIP, c'est le numéro d'identification personnelle qui te permet d'avoir accès à ton compte de banque et grâce au barcode system, eh bien, à ce moment-là, facilite l'intégration universelle de tout ce qui nous amènera à une société sans argent d'ici 1986. Et ça, c'est entièrement conçu, désigné et mis en œuvre par les Illuminati mondiaux. Allons maintenant au dernier tableau qui nous fait comprendre ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Suède. Alors vous avez les Illuminati, ça porte proprement le nom des Illuminati, et sous la tutelle des Warburg, des Krupp et des Tyson, eh bien vous avez la Banque de Suède, la Banque de Tchécoslovaquie, la Banque de Munich, la Banque de Francfort, la Diskontogesellschaft, Banque d'Autriche, Banque de Hongrie, Banque d'Italie. Alors tout cela est contrôlé par les Illuminati. Et on a eu un exemple flagrant de cela lorsque la Banque ambrosienne a fait faillite et que Silvestro Calvo, comme on le sait, a été exécuté et pendu sous le pont Blackfriars il y a quelques mois à peine. Parlez-nous un peu de ça. Bien, ça se rattache directement à une enquête qui a été faite à la demande du gouvernement italien, qui se rendait compte qu'il y avait de l'infiltration illuminatiste dans son gouvernement. Il y a eu une enquête qui a démontré qu'il y avait 469 membres du gouvernement, du Parlement, je devrais dire, lesquels étaient impliqués à tous les niveaux, sur le plan de la défense, sur le plan de l'économie et sur le plan des banques et des placements. Et finalement, on a eu 269 condamnations. Et dans cette mise en lumière du propagande des doués, eh bien, il y a eu l'éclatement, notamment, de la banque ambrosienne qui nous a conduit à cette impasse tragique que nous connaissons pour l'Italie. Et naturellement, ce qui est en train de se passer,
et je dis cela intentionnellement parce que nous parlerons quels sont les moyens pratiques d'action, eh bien, ce qui s'est passé, ça a été le courage de démasquer l'action du propagando due en Italie, qui a finalement mis en lumière jusqu'à quel point les Illuminati s'étaient infiltrés partout, j'ose même dire jusqu'au Vatican, et qui finalement ont préparé les esprits à un éventuel nouvel ordre séculier, Novus Ordo Seculorum, mais sous l'égide des Illuminati, pour être finalement sous l'égide universelle, non pas d'un gouvernement mondial, mais de Lucifer lui-même. Maintenant, le président de cette banque est mort, et c'est lui qu'on a trouvé Oui, sur le pendu aux Friars. Oui. Maintenant, il y a eu une enquête de réouverte, parce qu'on a cru d'abord qu'il s'agissait d'un suicide. À la requête de l'épouse de Silvestro Calvo, il y a eu une enquête de fait, et on s'est rendu compte qu'il avait été transpercé des 2 poignards, car dans les rites de consécration à Lucifer, rendus au 20e degré de consécration, on consacre les épées qui serviront à notre propre exécution si jamais on défaille aux engagements de silence. Et alors, on a trouvé Silvestro Calvo pendu, mais on s'est rendu compte qu'il avait été en plus transpercé de 2 épées. Il a été pendu sous le pont Blackfriars, car les Illuminati, dans leur culte à Satan, se revêtent d'une coule noire, et ce pont conduisait au temple des Blackfriars, qui sont reliés au culte satanique. Et voilà un exemple. Un exemple, oui. Alors, ceci nous permet de voir que la pyramide dont j'ai parlé jusqu'ici nous donne seulement qu'un aperçu, de la structure des Illuminati. Ici, c'est la structure qui est propre au milieu que l'on connaît, l'Amérique du Nord et les pays qui sont rattachés à l'action du CFR par la Commission trilatérale. Mais la même chose est vraie sur le plan de la synarchie. Et j'aimerais peut-être recommander 2 volumes qui parlent explicitement de cette structure, les 2 volumes de Pierre Virion, le premier qui s'intitule « Le mystère d'iniquité » et l'autre « Bientôt un super gouvernement mondial et une super église ». Alors c'est le plan synarchique qui prend sa source dans le plan d'Adam Weishaupt, mais qui trouve aussi son explicitation par des personnes comme le chanoine Rocca et par plusieurs autres apostats qui sont à la base de ce rayonnement pour la conquête du monde. J'aimerais aussi peut-être dire un autre mot sur une série d'ouvrages qui nous seront précieux, je pense, peut-être ici en prenant quelques ouvrages clés. J'aimerais peut-être parler de Angels, Satan Exposed, qui nous donne un aperçu important des structures et de l'interaction de ces différents groupes concernant ce projet de mainmise mondiale. J'aimerais aussi parler des ouvrages de Willard Cantillon, qui a consacré plusieurs études à cette question de l'argent et du système monétaire mondial, avant le docteur Mary Ralph. Alors, il s'agit de Money Master of the World, et un ouvrage best-seller qui vient de sortir il y a quelques mois à peine, The Moneylenders de Anthony Sampson, où vous avez ici une étude aussi brillante et aussi vigoureuse que celle de Quigley concernant the Anglo-American Establishment. J'aimerais peut-être aussi dire un autre mot de cet ouvrage français, Jacques Bordiot, Une main cachée dirige, qui nous permet de voir davantage ce qui se passe sur le plan européen, sur le plan asiatique et sur le plan de l'Europe de l'Est. Alors que jusqu'à présent, les livres comme le CFR, None Dare Call It Conspiracy, None Dare Call It Treason, sont davantage des livres qui traitent de la situation en Amérique du Nord et dans le complexe, je dirais, de cette forme d'action et d'éducation qui débouche sur la mainmise des diverses avenues du pouvoir au pays.
Un autre point, je pense qu'il serait important de souligner à ce moment-ci, c'est tout ce qui concerne le ravage de la foi. Car n'oublions pas que, comme je vous ai dit, les Illuminati constituent une secte gnostique d'origine manichéenne. Et vous avez 2 livres qui sont actuellement des best-sellers, qui nous font comprendre une chose. Comment se prennent-ils pour pervertir la foi? Vous avez ici un ouvrage de langue française qui s'appelle « Jésus ou le mortel secret des Templiers ». Vous avez là une illustration concrète de la perversion que l'on peut faire de l'Écriture sainte, de la vie de Jésus, du ministère et de la mission de Jésus, et voici quelle perception les initiés francs-maçons du Grand Orient, les initiés des Rose-Croix et les initiés Illuminati ont de Jésus. C'est là-dessus qu'ils se basent. Voici l'ouvrage clé qui est l'Évangile selon saint Barnabé, qui en fait est un évangile apocryphe, mais qui, étayé de tellement d'érudition, nous laisse pantois sur le plan de la foi et rase à la base le fondement de la divinité de Jésus-Christ, de sa mission, de sa mort et de sa résurrection. Le second livre, qui est un best-seller, qui est maintenant aussi en anglais et en français, « The Holy Blood and the Holy Grail », ce sont 3 journalistes britanniques qui ont fait une étude approfondie d'une situation bizarre concernant la recherche du Saint Graal. Et point par point, ils en sont venus à découvrir que derrière les Illuminati des temps modernes, il y avait à la base l'action du prieuré de Sion. Retenez bien cette expression-là, le prieuré de Sion. C'est connu dans certains pays, et notamment ici en Amérique du Nord et en Russie, sous le nom des... Donc on a voulu faire croire à un complot de la juiverie internationale pour la domination mondiale. Et ce n'était en somme que les initiés du prieuré de Sion qui ont conçu et développé le plan que Adam Weishaupt mettra au point pour détruire non seulement la foi, mais pour détruire aussi les pays chrétiens et tous les pays où les croyants exercent un rôle prépondérant. Devant une telle attaque, Père Gimbald, quelle place faites-vous à l'espérance? La première place. Parce que, voyez-vous, il ne faut jamais oublier une chose. Lorsque le prince des ténèbres se démène et se dévoile comme il le fait aujourd'hui, c'est parce que son heure de défaite n'est pas loin. Habituellement, lorsque Satan se déchaîne et qu'il est obligé de se manifester avec tant de puissance, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et si je parle de ces questions-là présentement, c'est précisément parce que l'heure est venue de faire la lumière du Christ pour projeter cette lumière dans les œuvres de ténèbres des Illuminati. Si nous pouvons parler comme nous le faisons, sans crainte et sans peur, c'est parce que l'espérance nous habite. Jésus est venu apporter au monde la lumière qui sauve. Et c'est Jésus qui est le sauveur du monde. C'est Jésus qui est le rédempteur de l'homme. C'est encore Jésus qui est la réponse à l'attente universelle des nations et des peuples. Et les solutions de paix mondiale ne sont possibles qu'en passant par Jésus, à travers Jésus et en Jésus. Alors tous ces plans qui paraissent absolument extraordinairement inébranlables n'ont pas plus de puissance que les ténèbres devant la lumière. Si profonde que soit la nuit, il suffit d'un rayon de soleil pour chasser la noirceur. Si je parle de ces questions, ce n'est pas pour créer de la panique. Ce n'est encore moins pour créer le découragement. Nous avons la force d'être les enfants de lumière parce que nous sommes les serviteurs de la lumière du monde qui est le Christ, le Verbe incarné.
Et notre mission à nous, c'est de dire la vérité qui rend libre. Et là, je m'adresse à vous, chers auditeurs qui m'écoutez. Vous pensez peut-être que nous sommes confrontés à des forces si gigantesques que nous sommes réduits à l'impuissance. Le mal n'a pas plus de force pour le mal que ne le laissent faire les gens de bien qui sont indifférents. Si je vous ai donné ces quelques informations, c'est pour vous permettre d'avoir la lumière nécessaire et la sagesse nécessaire pour exercer avec discernement et exactitude votre rôle d'évangélisation dans le monde d'aujourd'hui. Car nous avons, nous, la responsabilité d'établir sur la terre des hommes le royaume de justice et de paix que Jésus est venu inaugurer par sa première venue et qu'il viendra couronner par son avènement de gloire. Donc, loin d'être désespéré, loin d'être essoufflé, je me sens au contraire rempli d'espérance et de joie pour faire face à ces problèmes avec la certitude de la victoire de Jésus-Christ. Chers amis, la semaine prochaine, nous aborderons la question des Illuminati aux États-Unis. Et dans une quatrième émission, nous aborderons la question de la réaction. Comment faire pour combattre la contre-attaque? Sur le sujet en question. Oui, très brièvement, d'abord, il s'agit de se rendre compte d'une situation de fait. Depuis le 1er mai 1776, une action